Du coup, avançons, passons à notre troisième joueur du jour. On passe à J.R. Smith, si tu veux bien. J.R. Smith, 10 saisons sur la décennie. On va voir combien sont valuables là encore. 12 points de moyenne sur la décennie. Quasiment 30 minutes de jeu par match sur la décennie, 29 et quelques. En termes de temps de jeu total, on est à 16 200 minutes. Quand même, c'est pas rien. C'est 85e meilleur total de la décennie. 553 matchs. Récompense individuelle, on a évidemment le titre en 2016 avec... Enfin, c'est pas individuel, mais avec les Cavs, pardon, le titre en 2016 et aussi en 2020. Est-ce que tu l'avais oublié celui-là? Il est champion 2020 avec les Lakers dans la bulle. Et puis, il est aussi 6e homme de l'année 2013. NBADraft.net et Draft Express, il n'y a pas cette année-là. Draft 2004, donc ils n'y étaient pas encore. Au niveau des surnoms, je pense que tu connais aussi J.R. Switch. Tu connais? Je crois même J.R. Switch, ouais, je crois que je l'ai entendu. Ouais. On avait The Prodigy. Ça, non. Le Prodige, jamais entendu. 911, jamais entendu. Et après, on avait Any God. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire Any God? H-E-N-N-Y, God. Je sais pas, mais je pense qu'il y a une histoire avec la NSI, non? Exactement. Bah, t'as plus de culture alcoolique que moi. Moi, j'étais obligé de chercher. Effectivement, c'est par rapport à la boisson alcoolisée. On avait un peu rattaché cette image. Lui s'en est défendu, mais voilà, en tout cas, pour les surnoms loufoques de basketball référence. Bref, 25 ans au début de notre décennie. Et 25 ans à l'époque, il est à Denver. En 2011, il sort du banc, 25 minutes par match. Ok. Sorti contre OKC au premier tour des playoffs. Et puis ensuite, il y a le lockout. Et avec ce lockout, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Bah, lui, il s'en va. Il s'en va à l'étranger, je crois que c'est la Chine, hein, il me semble. Et du coup, quand mi-décembre, la saison NBA va recommencer, bah, lui, il ne peut pas revenir de suite, du coup, à cause des contrats. Mais il finit par revenir, du coup, mi-saison 2012. Il fait 35 matchs du côté de New York, pour le coup, à 27 minutes par match. Donc il revient et de suite, il a un bon petit rôle dans une équipe qui d'ailleurs fait les playoffs, mais est éliminée par Miami au premier tour. Il n'y a pas de suspense dans cette série-là. 2013, c'est la fameuse année très glorieuse des Knicks, où lui est élu 6e homme de l'année, où tout tourne bien, 54 victoires sur la saison régulière, etc. etc. Les Knicks vont en finale. Ah non, pardon. Les Knicks battent un Boston vieux et blessé. Et s'arrêtent au deuxième tour contre les Pacers. 2014, 33 minutes par match, mais pas de playoff pour lui. 2015, il y a le trade à mi-saison qu'il envoie du côté de Cleveland avec Mozgov, Shumpert et donc J.R. Smith. Un trade à plusieurs équipes. Et là, finalement, il finit titulaire cette année-là du côté des Cavs. 45 titularisations sur 46. 32 minutes par match dans cette équipe-là, qui est une équipe donc quand même compétitive. Les playoffs, il sort du banc par contre. Et après 2016, c'est le titre, on connaît. Plus de 30 minutes par match, là encore. 2017, il est blessé une moitié de l'année, mais il fait quand même une autre moitié en tant que gros temps de jeu, là encore. Hein, donc vous voyez que les minutes s'accumulent, et dans des rôles pas forcément mineurs. 2018, il est encore à 28 minutes par match, encore une fois dans une équipe qui va en finale NBA. Et puis ensuite, c'est un peu fini, puisque 2019, après le départ de LeBron, il fait à peine 11 matchs. Et ensuite, 2020, dans les Lakers qui seront champions, il fait à peine 6 petits matchs en tant que vétéran qui est venu voir si ça pouvait marcher, mais ça ne marchera pas beaucoup. Donc il a une bague techniquement, mais ça compte pas trop. Et évidemment, c'est vrai que c'est pas quelqu'un qu'on va retrouver tout en haut du classement, hein, je vais faire un peu un euphémisme, mais moi je l'ai inclus un peu dans la playlist, et tu vas me dire ce que t'en penses si j'ai eu tort ou pas, mais je voulais un peu l'inclure de par la longévité d'une part, et aussi valuable à certains égards. Ouais, non, mais c'est un genre super intéressant à analyser parce que c'est chaotique. Enfin, ce joueur-là est c'est une pièce jetée en l'air. En permanence, c'est quelque chose de quoi tu parles. C'est-à-dire que déjà d'une part le fait que il sort régulièrement des matchs incroyables où il te met une 25-30 points avec une adresse folle, et le lendemain, il fait tout l'inverse, quoi. Et c'est ça toute sa carrière, c'est ça toute cette période-là. Tu vois qu'il peut un peu tout faire, en fait. Hein. Il est très, très, en fait, il a un niveau technique et athlétique assez élevé, mais il y a un problème de concentration. Il n'arrête pas d'avoir des sautes de cerveau, quoi, en fait, où en fait, à chaque bon truc, il y a une connerie qui fait, quoi. Bon, au-delà de la frustration, tu te dis, mais quel joueur on aurait pu avoir? Bon, ça, c'est l'histoire de sa carrière, mais c'est pas l'objet de ce podcast-là. Mais c'est qu'il y a vraiment ce côté, comment faut sans arrêt pondérer l'exceptionnel qu'il apporte et le négatif permanent qu'il apporte aussi avec ça. C'est vraiment un coup sur deux, c'est noir et blanc, quoi, à chaque fois.
Et du coup, la question, c'est est-ce qu'au final, toi, tu as trouvé il a été valuable sur ces années-là ou pas? Est-ce qu'on a atteint le seuil de niveau positif ou pas? Oui, pour moi, t'as quand même un niveau positif au final, que tu calcules avec des équations qui te prennent tout un tableau de fac. Mais en vrai, c'est pour l'attaque, pour l'instant, je parle. Ce côté imprévisible en attaque, en vrai, je pense qu'il y a une valeur au-delà de ce qu'elle apporte en termes de chiffres. Parce que déjà mine de rien, même si au final il a des moyennes de points relativement quelconques, il y avait quand même une défense qui était obligée de faire attention à lui. Parce que c'est vraiment ce joueur, quand on parle de joueurs qui prennent feu, c'est peut-être lui qui est dans le dictionnaire, quoi. Et c'est lui même presque le facteur X ultime, c'est-à-dire facteur X dans le sens où le joueur c'est pas je pense prévu enfin, je veux dire, c'est l'équipe qui fait basculer une équipe, quoi. Parce que comme tu peux voir ces matchs, ou même ces séquences, où il pouvait mettre beaucoup de points d'un coup, quasiment, et beaucoup de 3 points, et en plus des tirs sortis de nulle part, parce que c'est le principe de Jar Smith, c'est aussi que lui, il cherche des tirs difficiles. Enfin, du moins, c'est même pas qu'il les cherche, c'est dès qu'il en voit, il le prend, quoi. Et en fait, du coup, il y avait un peu cette force, déjà, sur le fait que les défenses devaient quand même faire plus attention à lui que ce qu'il n'est fort, parce que quand il prenait feu, en fait, souvent ton équipe est fichue, quoi, parce que quand il prend feu, tu peux rien faire, et ça te fait vraiment 25-30 points d'un coup presque, avec un gros pourcentage. J'ai l'impression que tu me parles de Klay Thompson, là. Mais sur séquence, c'est un espèce de Klay Thompson fou, en fait. T'avais l'impression à ce point quand même que les coups de chaud étaient à ce point énormes. Alors moi, je vais te dire, c'était, il y a vraiment des matchs où ça bloquait, où c'était compliqué, où LeBron James n'arrivait pas à faire du LeBron James, mais seul il n'y arrivait pas, où il fallait un peu des déblocages. Et en fait, tu te disais, mais c'est simple. Si Jar Smith prend feu, en fait, c'est bon, ils ont le déblocage, ils ont le support qui a besoin pour faire éclater la défense. Oui, d'ailleurs, je crois que le match 7 des finales, il y a un moment donné, il met 4 ou 5 pull-up à 3 points ou un truc comme ça, alors que c'est pas des bons tirs de base, mais il les met, quoi. Après, c'est ça, c'est Jar Smith, de toute façon, c'est ça son truc. Et t'as vraiment des côtés, ce côté débloqué, ce côté, ou alors bouffée d'air, qui pouvait apporter et qui vraiment pour moi va sauter. Alors, je me rends pas compte du volume qu'il avait sur combien de matchs il avait comme ça, mais t'avais vraiment cette solution un peu deux ex machina, un peu sur nulle part, qui vraiment faisait de la différence sur un match. Tu lui donnes la balle n'importe sur le terrain, il tire, des fois ça rentre. Même il y a un mec sur lui, il y a peut-être même 2 joueurs sur lui, il est peut-être même à deux pas derrière la ligne, il est peut-être même enfin séquence improbable, mais il pouvait le mettre quand il était en feu, ça rentrait. Donc il y a un peu ce côté, t'as pas besoin de lui donner la balle et de compter ta possession sur lui. Tu pouvais juste à un moment donné de la possession lui lâcher le ball en disant advienne que pourra, c'est un peu mon joker, c'est un peu ça, c'est un peu le joker. Et ça, j'avais un peu envie de lui donner une grosse valeur parce que cette espèce de côté menace permanente et ce côté, mais oui en fait ça peut te débloquer. Et donc quand t'as une équipe qui est construite où t'as des vrais joueurs, des piliers, des joueurs qui font une équipe qui fonctionne, c'est bien d'avoir ce côté un peu imprévisible, ce côté facteur X absolu. Après, il faut se coltiner tous les défauts qu'il y a avec, c'est-à-dire des matchs où tu n'auras rien, donc considérer qu'il est une valeur négative. Et ce qui est drôle, c'est je vais sur la défense, mais tu as un peu ça aussi en défense, c'est-à-dire loin du ballon, il y a des vraies sautes de concentration ridicules. Globalement, je suis pas sûr qu'il maîtrise très bien tous les concepts défensifs. Du coup, c'est plutôt mauvais. Mais il y a eu des moments où tu lui disais, tu vois le gros attaquant là, défends sur lui. Et en contrant, il faisait plutôt du très bon boulot. Je crois qu'il y avait j'ai même vu un article en vérifiant, de c'est quoi, c'est 538, je crois le site, qui notait ça justement, qui disait, mais en fait, Jar Smith, il est jamais aussi fort défenseur que face à un gros attaquant, quoi. Et ça peut être utile, quoi. Donc ça te choque pas du tout que il soit dans ma playlist pour l'instant, quoi. Non. Après, effectivement, il sera pas tout en haut. On est d'accord. Non, mais effectivement. Mais alors, moi, c'est marrant parce que je l'ai mis là, et alors que je suis notoirement beaucoup plus bas que la moyenne sur les Lou Williams, les Jamal Crawford et tout ce genre de profils-là dont il fait un peu partie. Mais pourtant, je l'ai dans cette liste-là, et pour le coup, c'est pas du tout pour ces qualités-là, et c'est pas du tout pour ce côté pétard offensif, moi, que je l'ai. Et c'est pas du tout pour le scoring pour avoir, ou pour la création à New York. J'exagère un peu, mais moi, je valorise surtout énormément son passage de role player presque de luxe à Cleveland. Et en fait, c'est principalement pour ça que je l'ai là-dedans, et que, voilà, tu commences un peu à le dire, mais la différence pour moi entre les J.R. Smith
entre J.R. Smith et les Lou Williams, Jamal Crawford et compagnie, c'est pas l'attaque, hein. Il est pas plus efficace, moins efficace, meilleur passeur, etc. C'est la défense, très clairement. Et ça, pour moi, c'est valuable. C'est vraiment d'un côté, t'as des mauvais défenseurs et de l'autre, t'as lui qui est capable de tenir, même plus que tenir, en fait, parce que il faisait partie, et pour moi, c'est un marqueur extrêmement important et très significatif. Il fait partie de ces équipes qui ont joué contre les Warriors en finale pendant 4 années consécutives. Et il faisait partie de ces équipes-là, pas en tant que role-player, sorti de banc, pétard offensif, etc., quoi. C'est quelqu'un, je crois que j'avais cité les chiffres quand on parlait de Kevin Love, qui jouait plus que Kevin Love que sur ces finales-là. Des finales où il y a eu la mode du switch all, il fallait un peu tenir sur tous les postes. Il faisait partie de ces schémas-là, comme tu dis, pas hyper intelligent sur la défense sans ballon et tout ça, mais pour faire les switches, il était là. Pour mettre les 3 points en catch and shoot et pour faire le spacing, il était là, avec effectivement occasionnellement un petit pull-up ou ce genre de trucs qui font du bien, mais à la limite, ça c'est juste que bon, ça fait partie du package, je le prends, mais pour moi c'est pas le principal, quoi. Tu connais pas ces catch and shoot à 3 points en fadeaway? Oui, ça effectivement, ça en fait partie, mais non, mais tu vois, le fait que pour moi sur les 4 finales contre Golden State, il soit titulaire ou presque, et qu'il soit à plus de 31 minutes par match sur ces 4 finales, dont la finale qui gagne 2016, il est à plus de 34 minutes par match, sachant que Kevin Love est plafonne à 30. Voilà, pour moi, c'est quand même assez significatif dans le sens où, contrairement encore une fois à ces Lou Williams, Jamal Crawford et j'en oublie, Jordan Crawford, etc., pour moi, J.R. Smith était valuable, notamment de par cette défense. Et le fait d'être sur le terrain, sur ces séries-là, hyper difficiles, c'était quand même pour moi un indicateur que, oui, il avait de la valeur, et il avait une plutôt bonne valeur dans le bon contexte. Alors après, s'il avait passé 10 ans dans d'autres équipes, il serait pas dans le classement, évidemment, mais le fait est qu'il était à Cleveland au bon endroit, au bon moment, et qu'il a pu jouer un temps de plus que de titulaire, et pour moi, ça compte. Oui, je rajouterais sur le fait que tu compares avec Lou Williams et tout ça. Tu vois, Lou Williams, Jordan Clarkson et tout là, en vrai, il y a un coût d'opportunité plus élevé qu'avec J.R. Smith, parce qu'en vrai, comme Lou Williams, en fait, si tu lui donnes pas la balle, ça sert à rien, quoi. Et il faut qu'il fasse son action. Alors ça peut être intéressant, il peut mettre des points, tout ça. Mais en vrai, t'as un peu ce jeu unidimensionnel, un peu, ça tourne sur lui. J.R. Smith, tu peux laisser tout le temps sur le terrain, en vrai. Parce que son scoring vient de espèce de catch and shoot un peu fou. T'as pas besoin de le mettre en condition pour qu'il fasse son pétard offensif. T'as juste besoin qu'il soit sur le terrain à un moment donné. Tu passes le ballon à un moment donné et ça fait des points, quoi. T'as pas obligé de sacrifier des trucs en attaque pour l'avoir, quoi. Même d'ailleurs, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, une autre qualité que j'ai beaucoup aimée, c'est sa capacité pour un arrière à faire des écrans incroyables, de très très bons en tout cas. Et c'était primordial, notamment donc ces fameuses finales contre Golden State, où à chaque fois il fallait amener Stephen Curry et forcer le switch. Et pour forcer le switch, tu peux pas faire un écran nul où l'autre défenseur peut contourner et t'as pas besoin de switcher. Là, avec J.R. Smith, t'avais un vrai arrière qui savait poser des excellents écrans, lui et Shumpert, et ce qui fait que Golden State était obligé de switcher, et c'est comme ça que c'est l'histoire de ces finales-là, hein, quand LeBron et Curry exploitent totalement ces switches-là. C'est aussi de par la capacité à screener de J.R. Smith et Shumpert, et donc, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, J.R. Smith ici, et je crois même que je suis à peu près sûr que l'écran qui amène le switch de Stephen Curry sur le tir légendaire de Kyrie Irving, la meilleure action de la décennie, c'est J.R. Smith qui fait l'écran, quoi. Et ça a été comme ça pendant 4 ans, quoi, presque. J'exagère un peu, mais en plus du catch and shoot dont tu parles, il y avait aussi ce côté-là pour moi qui était, c'est pas juste qu'il dérangeait pas et qu'il handicapait pas l'équipe, c'est même qu'il l'aidait à certains égards. Oui, puis son catch and shoot, c'est pas juste du catch and shoot. C'est du catch and shoot, c'est pas grave s'il y a une main dans mes yeux, quoi. Oui, effectivement. Et même au niveau de l'efficacité, c'est vrai qu'il était toujours au niveau de la moyenne, avec jamais rien de très haut, mais jamais rien non plus de catastrophique. Donc, pour moi, il n'y a pas de quoi le pénaliser par une efficacité qui serait très mauvaise, quoi. On n'est pas sur ce niveau-là. Et autre argument aussi un peu massu, en tout cas qui compte pour moi, c'est les playoffs et le minutage en playoffs, parce que, ok, il y a Cleveland, mais il y a aussi un peu autour partout, quoi, parce que New York, il fait les playoffs quasiment tout le temps avec l'équipe, sauf 2014, si je dis pas de bêtises. Et en gros, il loupe les playoffs 2014-2019, la dernière année après que LeBron soit parti. Mais à part ça, il fait les playoffs tous les ans sur cette décennie. Et même plus que ça, il est 18e plus gros minutage de playoffs sur cette décennie. 3160 minutes
c'est plus que Kyle Lowry, c'est plus que Tony Parker, c'est plus que Jimmy Butler. Et on est d'accord que c'est pas les mêmes minutes. Enfin, Lowry, Tipeee et Butler, ils s'amenaient eux-mêmes en playoff, entre guillemets. Là où lui, c'était peut-être juste un passager, mais en l'occurrence, c'était un passager qui était là, quoi. Alors que d'autres n'auraient pas été capables d'être sur le terrain ou d'être valuable. Donc voilà, quoi. C'est grosse présence en playoff. Même il est donc 18e en minutes et 17e en termes de matchs joués. Donc pour moi, c'est encore un argument en plus. En tout cas, c'est à peu près le même argument que, bah oui, en fait, tu restes sur le terrain 34 minutes par match contre les Warriors en finale. Pour moi, c'est que tu avais de la valeur, quoi. Oui, et puis je peux aller vérifier encore une fois, mais je pense que son niveau de jeu ne change pas beaucoup en playoff, et ça rejoint un peu ce que je disais, Kobe Bryant. L'avantage de ces joueurs qui s'en foutent un peu des tirs difficiles, et même qui aiment ça, c'est que bah ouais, du coup, quand le niveau de jeu global se durcit, bah pour eux, ça ne change pas grand-chose, parce que c'est déjà des difficultés qui se donnaient déjà. Alors, la seule fois où son efficacité baisse en playoff, c'est à New York, où il est plus dans un rôle de créateur, du coup. Ouais. Mais c'est pour ça que je te disais que moi, je préfère largement les années Cleveland, parce que oui, pour le coup, la dégringolade à New York entre saison régulière et playoff, elle existe, elle est quand même assez énorme. Mais non, du reste, oui, c'est quelqu'un qui, comme tu dis, la valeur se transpose assez bien en playoff aussi, donc c'est cool. Et du coup, pour le classement, tu l'as pas mis en top 5, non? Je l'ai mis 6e. Non. Bon, bah forcément, on arrive tout en bas sur les 25, mais qui sont maintenant 27. J'aurais quand même envie de le mettre en dessous de Barnes. Je me questionne un peu sur Beverly Aminou, où t'as vraiment ce côté, bah c'est presque des opposés, quoi. T'as Beverly Aminou, tu sais un peu ce que tu vas voir chaque soir, tu vas un peu l'avoir tout le temps, mais ça reste un peu neutre, quoi. Sa capacité à augmenter, pour un role-player, sa capacité à augmenter le plafond de son équipe, je pense que ça a une valeur, même si c'est un match sur 3 ou c'est un peu, on sait jamais quand. Donc je pense que je le mettrais quand même au-dessus de Beverly Aminou, mais vraiment sans être super convaincu, ça me choquerait pas. Tu vois, je construis une équipe, je suis pas sûr que si dans mon équipe je dis, enfin, ça devient un peu qui joue mais autour. C'est pas ça le jeu en plus. c'est pas ça le jeu. Mais c'est pour montrer un peu que je peux entendre des avis où on préfère tel autre joueur, quoi. Parce que moi-même, en tant que, si je construis une équipe, je suis pas sûr d'aller quand même sur J.R. Smith. Même si, comme dit, ce côté vraiment imprévisible, ce côté un peu, je veux dire, en 5e, 6e, 7e homme, c'est cool, hein. Faut pas l'avoir en 2e homme comme l'a fait New York. Mais voilà, ces CO peuvent être tellement intéressants que presque, je pense, je suis prêt à avoir ce joueur à haut risque, mais haute récompense, plutôt que les joueurs un peu fadas, que tu peux avoir. Donc ouais, non, je reste sur mon juste en dessous de Harrison Barnes, du coup. Ouais, je l'avais à peu près à cette zone-là également. Et tu vois, finalement, en parlant, je me demande à quel point est-ce qu'il pourrait pas être devant Barnes. Je sais pas. En même temps, voilà, si tu compares les deux fois où ils ont été responsabilisés, bon, bah, Barnes, ça fait moins pire que J.R. Smith. Mais en même temps, Barnes n'a pas non plus toutes ces minutes de playoff et tout ça. Mais ouais, je pense qu'on va quand même le mettre là, derrière Harrison Barnes. Ouais, on va le mettre là, même si ça pourrait être amené à changer, mais effectivement, on est plutôt donc avant-dernier, antépénultième, pardon, pour parler correctement. Si ça te va, on va le mettre là dans le classement. Et donc, on peut finir par un mini quiz. Et celui-là, je l'aime beaucoup. Hein. Celui-là, j'aime beaucoup ce quiz. Même si je suis désolé, il faut remonter jusqu'en 2011, voire même 2010 à l'époque. C'est un qui est sur le terrain. Donc, tu me cites des joueurs sur le terrain au moment de cette action clé. Nous sommes le 16 décembre 2010. C'est le poster dunk spectaculaire et aérien de J.R. Smith. Est-ce que tu sais sur qui il y a le poster dunk? Déjà, je l'ai pas en tête, donc non. C'est la fameuse vidéo où il démarre quasiment presque des lancers francs, il dunk sur un mec, et Kevin Harlan dit « We just saw a man fly ». Ouais, mais là, je l'ai pas du tout. Bon, allez, je t'aide. C'est un poster sur Gary Neal, du coup. Donc, c'est un Denver Spurs de 16 décembre 2010. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment du dunk? Donc, je crois que Carmelo Anthony... Carmelo Anthony? Sur le banc. Malheureusement, c'est la fin du premier quart-temps, donc il est sur le banc. Chauncey Billups? Non, c'est impossible. Tu vas en avoir aucun de Denver. Comment il s'appelle le meneur, là? Carter, ou je sais plus? Incroyable, Anthony Carter. Anthony Carter. Alors lui, d'où tu le sors, lui? Je le sors de Billups sur le banc. Qui c'est qu'il y avait? Et je sais pas pourquoi, Anthony Carter, c'est un joueur que je retiens un peu. C'est un peu joueur rigolo qui était pas drafté, qui sortait pour faire « Oh, mais lui, pas mal, lui. Ouais. » Et qui, en fait, dure pas si longtemps que ça.
Ah, je m'attendais pas du tout à ce que tu aies Anthony Carter. Mais alors après, Bah, je suis un peu le J.R. Smith du quiz, tu vois. Peut être très nul sur des trucs simples et très fort sur des trucs durs, tu vois. Sur Denver, est-ce que t'as pas du Kenneth Farid, Non, du Néné, non, du Jamal McGee? Non, pas encore. non, Du Hickson, non, du San Antonio, donc Gary Neal, donc il devait y avoir peut-être du Ginobili, non, pas sur le terrain. Tony Parker, Tony Parker est sur le terrain, ouais. Duncan, Non, Splitter, non, pas encore. Oberto, Non plus. Il n'y a pas d'intérieur hein, sur le terrain du côté des Spurs. Brent Barry, Non, Michael Finley, non, Stephen Jackson, non, mais on se rapproche. Bruce Bowen, Non. Jaren Jackson. Non, là, c'est trop vieux ça. Il y a Memphis, Jaren Jackson. Ah, mais jeune que tu es, moi je connais le papa, moi. Richard Jefferson? Richard Jefferson est sur le terrain, effectivement. Alors, il t'en manque un qui était alors sur le terrain, mais c'est censé être le backup de Tony Parker, mais il est quand même sur le terrain. En Un même temps. Benoît? Non. Speedy Claxton? Non, un joueur qui a failli lui prendre la place de titulaire l'année d'avant, qui ensuite a été échangé contre Kawhi Leonard. C'est lui que tu voulais dire. J'allais dire George Hill, mais tu. Oui, c'est ça. C'est George Hill, du coup, ouais. George Hill. Et le dernier Spurs, c'est un coach de NBA actuel. Non, je sais pas. Un coach rookie en 2022 qui est allé en finale NBA. Ouais. Sinon, ça va, toi? Tu sais pas qui est le coach de Boston? Ah, Ime Udoka. Ah oui. Ime Udoka. Ime Udoka, oui. Et c'est Ime Udoka qui se fait dépasser par J.R. Smith sur ce fameux poster dunk. C'est Udoka. Ah, ok. C'est marrant quand même. Enfin, moi, je trouve ça marrant. Et du côté de Denver, il t'en manque 3. Alors, un arrière-shooter qui ensuite est allé à Orlando. C'est pas Mega Harris, il était pas déjà là, si? Non. Non. C'était pas Iverson non plus. Pas Iverson. Je crois qu'ensuite, il a fait Portland très rapidement. Ah, Aaron Aflalo. Aaron Aflalo, effectivement, sur le terrain. Il y en a un autre, c'est un espèce de poste 4 scoreur des années 2000. Presque star, en tout cas très connu, scoreur des Pacers, il me semble. J'allais dire David West, mais non. Non. Indiana, ensuite Atlanta, ensuite Golden State très rapidement, et puis New York, Denver. C'était Al Harrington. Oui, Al Harrington, bien. Je m'étais déjà pas tout jeune à cette époque-là. Non. Et puis on a un dernier, alors c'est marrant parce qu'on en a parlé la dernière fois qu'on a fait un quiz sur Kyle Lowry. Il faisait partie de l'échange de Kyle Lowry. Oui, alors j'ai un PTSD du quiz de ta dernière fois, donc j'ai tout oublié. Hein. C'était Gary Forms. Ah oui, c'est sûr que je l'aurais pas trouvé, non?